Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. André Sylvain, Christian Dubé qui annonce qu'il va déposer un projet de loi au cours des prochaines semaines, mais qui, quand on parle de changements radicaux en santé, là, ça, c'en est un dans la relation entre Québec et ses médecins. Bien, je pense qu'on peut dire que le ministre de la Santé sort les crocs, tout simplement pour essayer d'amener une certaine vitalité dans un système de santé que la moyenne des ours va dire qui est un peu déficient. Tu sais, les listes d'attente s'allongent, les gens qui ont des interventions urgentes à faire doivent attendre. Moi, je connais quelqu'un qui est... ça fait 3 fois que son médecin lui remplit une demande d'urgence. Normalement, c'est 3 mois, ça fait 2 ans. Ça fait 3 fois que cette personne-là se fait renouveler son truc. Donc, il y a réellement un problème. Christian Dubé pense ou semble penser qu'une partie de la solution passe par forcer les nouveaux médecins à travailler dans le réseau public. Et on s'appuie notamment dans l'argumentaire sur le fait que former un médecin, c'est extrêmement... Parce que les frais de scolarité au Québec sont très, très minimes. Fait que quand tu arrives dans un programme extrêmement coûteux comme la médecine, l'étudiant paye une toute petite fraction de ce que ça coûte vraiment, là. Bien, pour former un médecin de famille ou un spécialiste, ça coûte entre 435 000 $ et 790 000 $. Et il y en a dans ça qui vont faire leurs études, vont prendre leur diplôme, puis après ça, c'est ciao bye, ils s'en vont soit directement dans le privé sans mettre une seule heure dans le réseau public, ou soit qu'ils s'en vont tout simplement dans une autre province. En Ontario, aux États-Unis, ailleurs. Tout simplement. Donc, les contribuables québécois ont payé le diplôme, faisons un chiffron à 90%, récolte, zéro en service. Absolument zéro. Zéro. Donc, Christian Dubé a dit, écoutez, problème ici, on va faire... C'est un peu comme... moi, ça me fait penser ce genre de choses-là, un peu comme dans l'armée. C'est le seul exemple que j'ai trouvé, moi, parce que dans toutes les autres professions, t'as pas ça. Le seul exemple, c'est l'armée. C'est ça. On te paye ton diplôme. Dans ce cas-là, c'est zéro frais de scolarité. L'armée paye tout. Exact. Mais, en retour... Ben, t'as des années à donner. Tu sais, t'as 5, 10 ou peu importe, un nombre d'années fixe à donner en fonction du métier que t'auras appris. Tu sais, donc si tu les donnes pas, tu vas devoir rembourser une partie de ton diplôme. Ben, je pense pas que ce soit envisageable, là, mais probablement, oui, que ça doit se régler comme ça. En ce moment, là, on dit qu'en 2020, il y a 331 omnipraticiens qui ont quitté le système public pour opter pour le privé. Puis, on est rendu à 501 omnipraticiens en 2024. On n'a pas terminé, là. On n'a pas terminé l'année encore. Ouais. Ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des médecins, là. Donc, on comprend que ce projet de loi va être déposé au cours de l'automne. Est-ce que tous les partis d'opposition vont être d'accord avec ça? À suivre. À mon avis, Québec solidaire, le Parti québécois, je pense que oui. Est-ce que les libéraux... Parce que les fédérations médicales risquent de s'y opposer, là, au nom d'une certaine liberté de pratique. Moi, je m'attends à ce qu'autant la Fédération des médecins omnipraticiens, des médecins spécialistes, et là... L'autre fédération qu'on va peut-être oublier, mais la fédération des résidents, les médecins résidents ont leur propre représentation syndicale, vont probablement dire, ben écoute, là, dans plein d'autres diplômes, médecine vétérinaire, dentiste, on pourrait en nommer, les formations sont aussi coûteuses, les frais de scolarité sont payés à 80% par les contribuables, et ces gens-là, on va leur garder leur liberté de pratiquer où ils veulent. Là. Ben, c'est clair que c'est un débat de société, là, que Christian Dubé met carrément le doigt dans l'engrenage à ce moment-là, puis personne ne sait vraiment où son bras va s'arrêter. Par contre, on se comprend que, à mon avis, l'opinion publique va être très, très fortement derrière le ministre de la Santé. Donc, à suivre. Et en parallèle, il y a le Collège des médecins là, qui fait une sortie sur le privé. Exactement. Il dit, le Collège des médecins demande que l'expansion du secteur privé en santé soit suspendue immédiatement. Et il ajoute aussi que le CMQ est d'avis que le financement des services offerts au privé doit demeurer totalement public et n'occasionner aucun déboursé supplémentaire de la part du citoyen. Cela m'a fait sourciller un peu, Mario, pour être franc avec toi. Ce que je comprends rapidement, là, écoute, je la lis, là, ça fait 3-4 fois là, que je lis cette phrase-là, puis je me demande, est-ce que le Collège des médecins demande réellement que les services au privé continuent d'être financés à 100% par le public? C'est-à-dire qu'ils pensent que ça, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils sont d'accord, par exemple, avec certaines chirurgies qui sont sous-traitées au privé,
mais payé par la RAMQ. Mais dans un autre des articles, ils disent aussi, par exemple, au même tarif. Là, tu peux pas payer dans le privé un tarif. Le privé peut pas charger le tarif plus élevé que ce que ça coûterait dans le public. Moi, ce que je lis d'abord, c'est qu'ils trouvent que les affaires vont vite présentement, là, que le recours au privé est rapide. Deuxièmement, j'ai l'impression qu'ils sont aussi... que c'est comme s'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de règles. Donc, c'est pas une opposition idéologique complète au recours au privé. Mais c'est une impression, c'est toujours le mot anglais qui nous vient en tête, d'un free-for-all, là, que présentement, puis c'est moi qui est très favorable à un système public-privé, donc avec l'introduction du privé depuis 25 ans, je suis pas totalement en désaccord avec eux. Que ce qu'on a fait au Québec, essentiellement, c'est qu'on a dit, ce que Mario Dumont propose pour la DQ, là, c'est épouvantable, c'est écœurant, ça n'a pas de bon sens, le privé, c'est non, non, non. Ça, c'est ce qu'on dit sur la place publique. Puis par la porte d'en arrière, en haut, on laisse rentrer le privé. Alors, plutôt que de mettre en place, de dire, oui, le privé, voici des règles. Dans telles circonstances, pas de privé du tout. Puis avant de travailler au privé, un médecin doit faire son service public. Au lieu de faire des règles, de dire, voici la place du privé, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, puis comment ça peut être complémentaire pour donner des meilleurs soins, on a dit... Sur la place publique, pour le show, là, tu comprends? C'est au théâtre, là, devant le rideau, on a dit non, 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 écœurant, écœurant, terrible, terrible. Puis derrière le rideau, on laisse entrer le privé. Et je pense que ça, c'est peut-être le pire des deux mondes, d'une certaine façon. Là, ben, tu sais, moi, ce qui me vient tout de suite en tête quand j'entends parler privé-public, c'est l'exemple de Vincent Marissal, qu'on avait parlé ici à Cube, d'ailleurs. C'est Antoine Robitaille qui avait fait une petite entrevue comme ça, puis Vincent Marissal, il avait lancé un peu la rondelle à la fin de l'entrevue. Antoine m'avait appelé, il m'avait dit « Hey, faut peut-être regarder ça ». Vincent Marissal avait des problèmes de hanches, si tu te souviens bien. Il devait se faire remplacer, je pense pas me tromper, là, je crois que c'est les 2 hanches. Et il y a son médecin au public qui lui dit « Monsieur Marissal, je peux vous opérer dans 7 mois, mais le mois prochain, je m'en vais au privé. Fait que si vous avez 38 000 $, je vous opère dans 4 semaines. » Donc, tu sais, c'est le genre un petit peu d'abus qui se produit en ce moment. La seule affaire là-dedans, ça paraît très mal. Mais ça serait encore plus épouvantable si le médecin, il pouvait opérer dans le public puis il décidait de pas le faire parce que c'est plus... Mais là, la raison, le médecin, si tu l'avais, l'orthopédiste, il dirait « Oui, mais de toute façon, moi, dans le public, je peux pas opérer. On me donnera pas de temps de salle d'opération, on me donnera pas de bloc, on n'a pas les budgets. » Fait que dans le fond, lui, il va opérer dans le privé parce que le système public ne lui permet plus d'opérer. Fait que c'est ça l'espèce de cercle vicieux dans lequel on est pogné. Puis là, on se dit, ben, tu sais, toutes les personnes qui payent, mettons, le 10 000 $ ou le 15 000 $ pour se faire opérer, ben, on est débarrassé d'eux. Là, je pense, en termes de système de santé, on est débarrassé d'eux sans liste d'attente, ça en fait de moins sans liste d'attente. De toute façon, dans le public, on n'aurait pas été capable de les opérer, on n'aurait pas eu le temps de salle d'opération. Fait qu'on est un peu pris là-dedans. 24 heures avant que les Américains commencent à voter. Là, on est rendu à l'étape, je regardais en fin de semaine les sondages, les sites de prédiction. C'est un balancier, là. Oui, c'est d'un côté ou de l'autre. Oui. Avec moi, je sais que c'est pas ce que pensent la plupart des... Moi, je vois quand même, quand je regarde le détail des chiffres, un léger avantage à Trump. Là. Si tu prends, mettons, le site 538 Polling, ils font une simulation de 1000 scénarios d'États qui vont d'un bord ou de l'autre. Il y en a 538 qui donnent une victoire, 530 qui donnent une victoire de Trump, puis 470, donc c'est 53% contre 47. T'es pas tout à fait à 50-50, donc t'as un léger penchant pour Donald Trump. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que ça vote fort. Ça vote fort par anticipation, très, très fort. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a une panique parce qu'on voit beaucoup de personnalités publiques lever la main pour Kamala Harris? On a vu sa présence à SNL en fin de semaine, Saturday Night Live, entre autres. Ça a fait beaucoup réagir. On a vu Alicia Keys faire un grand discours, Michelle Obama. Il y a Lady Gaga dans les dernières heures qui donne son appui, en plus de la longue liste qu'on a parlé dans les dernières semaines. Est-ce qu'il y a une panique? Ben, est-ce que c'est une panique ou est-ce que c'est tellement serré qu'on se dit que chaque vote compte? Et du côté des démocrates, c'est sûr qu'on veut faire sortir les jeunes. On veut faire sortir des groupes qui votent généralement là, peu là, ou très en bas des moyennes des autres classes d'âge ou sociales. Alors, ça peut être là que les artistes viennent jouer. Donc, des gens qui vont aimer la musique de tel artiste, mais qui s'intéressent zéro à la politique, mais là, qui d'habitude vont pas voter, ou souvent oublient d'aller voter, ou s'en foutent d'aller voter. Est-ce que tu peux... Et pour l'instant, ça semble se produire. C'est-à-dire que les votes par anticipation, c'est du jamais vu en nombre. Mais peut-être qu'on va arriver demain, et on va se dire, finalement, tout le monde avait voté par anticipation, puis il
Est-ce que c'est un surplus de participation ou c'est juste plus de gens qui sont allés par anticipation? On va le savoir demain soir. Là. En ce moment, là, on est autour de 80 millions de personnes qui auraient voté par anticipation sur, je crois que c'est 200 millions qui ont droit de quelque vote, chose comme ça, ouais. Ah, Donc, c'est énorme comme vote par anticipation. Historiquement parlant, c'est davantage les démocrates qui votent par anticipation. Ben, mais il y a un facteur quand même dans la campagne, je pense, qu'il ne va pas falloir négliger, c'est le vote des femmes. Et il y a énormément d'énergie qui est mise en ce moment pour faire sortir le vote des femmes. D'ailleurs, il y a un mouvement religieux, celle-là m'a un peu fait sourciller, un mouvement religieux qui a fait une publicité où tu vois 2 femmes qui semblent être clairement un peu pro-Trump, tu sais, là, les casquettes américaines, tu sais, stéréotypées, là, elles s'en vont dans l'isoloir, et là, les 2 femmes lèvent les yeux, se regardent, et là, il y a un petit regard complice, et votent Kamala Harris. Et quand elles sortent, le mari, qui a l'air d'un bon mari américain, là, il regarde sa femme, il dit « Est-ce que tu as fait le bon choix? » Elle dit « Oui, chérie. » Et finalement, elle a voté pour Kamala Harris. Mais c'est le message de Kamala Harris en fin de semaine. Elle dit quasiment aux femmes, dans l'isoloir, vous êtes seuls, faites ce que vous voulez. Sous-entendu qu'il y a beaucoup de femmes que c'est leur mari qui est plus intéressé par la politique. Lui, il vote Trump à 2 mains, mais que la femme, en dedans d'elle, elle aime pas vraiment Trump, elle a pas le goût de voter pour lui. Fait qu'on a voulu la dédouaner. Je pense que c'est ça que cette publicité... Et qu'est-ce que Donald Trump a répondu à ça? Non? Non, j'ai pas vu. Alors, il a répondu, ben voyons donc, quelle femme ne dit pas à son mari pour qui elle a voté? Vraiment, il y en a peut-être plus qu'on pense. Ça se pourrait. Non, au contraire, moi, je pense que cette publicité est plutôt bonne. Je pense qu'il y a bien des femmes qui peuvent le faire. Ça me rappelle quand on faisait du porte-à-porte, là, je remonte en politique, Marie-Claude, qui est quand même assez féministe, tombait sur des femmes. Des fois, tu sais, elle faisait du porte-à-porte le soir, là, puis là, le mari, mettons, est sorti. Puis la femme dit « Ah, ben moi, la politique, je m'en occupe pas. Là, je laisse ça. C'est mon mari qui décide pour qui on vote. » Et... Mais ça témoigne quand même d'un manque de confiance. Non, mais on entendait ça. Pas fréquemment, mais... mettons, une soirée de porte-à-porte, 1 fois par soirée. Là. Mais là, tu sais pas trop quoi répondre parce que c'est toi qui es en porte-à-porte, tu sors nos portes, tu présentes ton candidat, ton dépliant, tes affaires. Là, t'es pas là pour aller engueuler les gens. Mais c'est ça que Marie-Claude, quand une femme disait, là, elle a piqué un petit peu. Oui, mais vous, votre opinion, vos valeurs personnelles, non? Mais ça témoigne aussi du fait que les femmes, ça fait pas si longtemps ça qu'ils ont le droit de vote. Je pense que ça témoigne aussi de ça. Mais je pense que les femmes qui se sont battues pour que les femmes aient le droit de vote aimeraient pas, sont toutes décédées, mais aimeraient pas, porte-à-porte, un demi-siècle plus tard, entendre qu'il y a encore des femmes qui disent « Ah, moi, c'est mon mari qui décide. » Mais c'est pour ça que c'est important. Je trouve ça intéressant. Tu disais, Marie-Claude, les challengeait. Je pense que ça prend ça aussi pour éveiller les esprits. Ah voilà, donc on aura... En fait, là, la grande question, c'est est-ce qu'on aura les résultats demain soir? Parce que la dernière fois, en 2020, c'était allé jusqu'au samedi, je pense samedi après-dîner, là, que le résultat était tombé, je pense que c'était en Pennsylvanie, qui permettait, là, au niveau des grands électeurs, de déterminer que Joe Biden avait gagné. Donc, est-ce qu'on saura le résultat en se couchant à minuit, 1h demain soir? Malheureusement, Mario, je suis pas devin de ce côté-là. C'est la question. Je crois que Donald Trump avait donné son discours la dernière fois, son infâme discours de on était prêt à gagner l'élection. Franchement, nous avons gagné l'élection. À 3-4 heures du matin. Exactement. Il était 3-4 heures du matin. J'ai vu une belle vidéo sur les réseaux sociaux qui expliquait justement le mirage rouge. C'est ça qu'il appelle... c'est comme ça qu'il appelle un peu le dévoilement des votes, la soirée du vote américain. C'est que dans le fond, les bureaux traditionnellement républicains sont juste comptés plus rapidement. Donc, tout devient rouge très rapidement. Puis après ça, les bureaux démocrates, eux, démocrates sont dans des agglomérations urbaines. C'est ça. Et donc, comme ils sont dans le rural, souvent, il y a des plus petits bureaux de vote, ça se compte plus rapidement. Exactement. Les appels... une réparation du geyser, d'abord, à Montréal, ça va occasionner des maux de tête. Ça occasionne, là, il est 6h22, il y a certainement des gens qui sont dans leur voiture en ce moment. Boulevard René-Lévesque, fermé entre la rue Notre-Dame-Est et l'avenue Delorimier. C'est pour ce fameux geyser... qui est survenu là, en septembre dernier, une conduite de 84
pouces. Puis là, il à peu avait près. dit à l'époque que ce genre de conduite-là, ils n'ont pas ça en réserve dans un hangar. Il faut qu'ils la Pas sur fassent. stock. Faut qu'ils la fassent produire, il faut qu'ils la commandent. C'est ce qu'ils ont fait. Fait qu'ils Et là, avaient. les pièces sont arrivées. Les pièces sont On arrivées, répare. mais le problème, c'est qu'il faut tout barrer. Les autorités, la Ville de Montréal, pensent que ça va prendre à peu près 1 mois à réparer ça. Ils savent pas en passant. Hein. Ils savent toujours pas ce qui a causé le geyser la première fois. Donc, j'espère que c'est pas une pièce qu'ils ont refait faire comme elle était et qu'elle va peut-être rebriser un jour. Quand ils vont ouvrir, ils ont dit, ben là, on va avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé. Bonne nouvelle, par contre, pour les cyclistes, la piste cyclable, elle, reste ouverte. J'ai pas compris comment tu peux faire un chantier, puis tu gardes la piste cyclable ouverte. Philippe Sabourin de la Ville de Montréal, le porte-parole de la Ville de Montréal, a dit, écoutez, on n'a pas de plan B vraiment pour les cyclistes, alors on va la tenir ouverte le plus possible. Fait que j'imagine qu'ils vont concentrer les pépines de l'autre côté de la rue. Bon. Et toujours à Montréal, les appels au 311, l'espèce de ligne municipale, là, les appels ont explosé. Complètement. Écoute, pour les 10 premiers mois de 2024, 1156 requêtes de la catégorie développement social. Donc, tu sais, tout ce qui a attrait aux problèmes de citoyens. Tu sais, toi, tu es un citoyen, tu vis, je prends un exemple totalement au hasard, tu vis dans le village, tu te réveilles le matin, il y a quelqu'un de couché devant ta porte, tu fais le 3-1 pour dire, écoutez, pouvez-vous, s'il vous plaît, venir vous en occuper? Notre collègue Benoît Dutrisac a testé la ligne, lui, 3-1, il y a quelques semaines, quand cette ligne-là a été vraiment comme publicisée, si tu veux. Je te laisse entendre ce que ça a donné. Oui, je suis un commerçant au village, puis je voulais savoir s'il y a quelqu'un qui est devant ma porte, qui fume de la drogue. Je fais quoi? Est-ce que vous allez venir intervenir? Est-ce que j'interviens personnellement? Ah non, nous on peut se présenter là où est-ce qu'il est, puis on peut le sensibiliser. Et qu'est-ce que vous voulez dire par sensibiliser? Ben, on peut lui demander de se trouver un autre endroit pour consommer. On peut lui dire que consommer devant un commerce, c'est pas l'idéal. Attendez, votre mission, c'est de déplacer le problème, c'est pas de le régler. Ben, on peut pas le régler comme vous dites, là, dans le sens le faire arrêter de consommer, là. Non? Alors, vous dites au gars, enlève-toi du commerce A, va-t'en devant le commerce B. Et ça, c'est efficace, selon vous, selon la mairesse Plante. Ben, nous, c'est ça. Nous, on peut pas les forcer à... Mais à quoi? Excusez-moi, mais j'ai plus de patience. À quoi vous servez, d'abord? C'est ça. Ouais. À quoi vous servez d'abord? Donc, écoute, les 1156 requêtes, c'est peut-être pour les 3 mêmes personnes tout le temps, là. Non, mais c'est pas surprenant que les gens cherchent des solutions. On a vu un commerçant qui avait extrêmement mal réagi, avait lancé un seau d'eau glacée sur un itinérant qui dormait dans son entrée, puis ça avait été unanimement décrié comme une mauvaise réaction. Mais quand même, on avait noté le problème. Là. Il sait pas quoi faire avec. Veut dire, on n'aurait pas... Il sait pas où appeler. Là, on dit appeler au 3-1. Là, on va essayer de le déplacer. La police veut plus se déplacer. Elle dit on a des choses plus urgentes à faire. On va plus s'occuper de ça. C'est comme si plus personne veut s'occuper de ces problèmes-là. Notre collègue Richard Martineau, lui, va reprendre son micro aujourd'hui. Ben oui, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est une excellente nouvelle. Son opération, sa guérison s'est somme toute bien passée. Alors, on l'attend avec tambours et trompettes cet après-midi à 15h pour reprendre la barre de son émission. Bon, on l'avait croisé au lancement du livre de Sophie Durocher, puis je le trouvais quand même en forme là, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu. Il n'a jamais arrêté d'écrire, en tout cas. Non, c'est vrai, très actif. Journal, toujours, il n'a jamais arrêté d'écrire. Et ce matin, évidemment, dans l'actualité culturelle, c'est le décès d'Herbie Moreau qui retient l'attention. Qui est décédé à 56 ans, cause inconnue. Celui qui est né à Haïti, mais qui est arrivé très tôt au Québec à l'âge de 5 ans. Il a fait des études supérieures en France, donc ça lui a permis de travailler pour TV5, France 2, M6, de devenir collaborateur après pour les émissions dont vous connaissez, Flash, Star System. Il a collaboré à Musique Plus, District V, les auditions de Star Academy, pour ne nommer que ceux-là. Il avait collaboré avec Access Hollywood aussi parce que c'est le chasseur d'étoiles qui a permis le pont entre les États-Unis et le Québec. Les discours sont nombreux, les hommages sont nombreux sur les réseaux sociaux. Marois Risky qui mentionne « Je suis sous le choc ». Il a été notre voisin dans le Vieux-Montréal. T'en parlais tantôt, Mario, du Vieux-Montréal. La classe qu'il avait sur les tapis rouges se traduisait aussi dans les rues de notre voisinage. À
Anouk Meunier, mon premier voyage à Los Angeles, notre virée shopping à la Pretty Woman sur le Hollywood Boulevard, des fous rires et des moments que je n'oublierai jamais grâce à toi, mon cher Herbie, accompagné de photos. José Lito Michaud également qui dit à quel point il est peiné et triste. Mon cœur est déjà fragilisé depuis quelques jours. On a tellement ri ensemble, tellement passionné, rigoureux. Il dit il a commencé à faire des selfies avant que ce soit populaire de faire des selfies. Il dit je pense à son fils de 19 ans qui vient de perdre son père et à tous ses intimes, j'offre mes profondes sympathies. Et ça arrivait le soir même, cette annonce du décès d'Herbie Moreau, le soir même du gala de la disque. Et comme on s'y attendait au gala de la disque, c'est les Cowboys fringants là, qui sont sortis comme un groupe marquant de l'année. Ils ont gagné, que pour la soirée d'hier, 3 statuettes. S'ajoutent à tous ceux qu'ils ont gagnés également lors des galas cette semaine. La chanson de l'année, ce sera donc la fin du show. Adieu frère de l'armée du sang, ou devrais-je vous dire à néant, parce qu'au moment de la fin du show, y'a rien de l'autre côté du rideau, pas de voyage organisé dans un tunnel illuminé, pas d'enfer ni de paradis. C'est la version qui a été présentée hier par la gang de Pub Royal. Donc, c'est pour ça que vous n'entendez pas présentement la voix de Carl Tremblay. Ils ont été nommés groupe de l'année pour une 7e fois dans leur carrière. Et enfin, pour la première fois, Jean-François Posé, nommé auteur-compositeur. Lui qui a dit au début de ses remerciements, il était temps que j'écrive un bon disque, finalement. Et voici un extrait d'ailleurs des remerciements qu'il a fait hier. Je m'en voudrais de ne pas partager ce prix avec quelqu'un qui me manque énormément, mon vieux Carlo. Vous savez, dans mon improbable carrière d'auteur-compositeur, je n'ai eu qu'un seul interprète et c'en était tout un. Et c'est avec lui que je veux partager ça ce soir. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Ouais. Marianne aussi a été très touchante dans ses remerciements. Et mention à Alexandra Streliski qui remporte catégorie succès populaire et artiste féminine. Faut le faire avec des albums instrumentaux au piano. Chapeau, elle a été chic dans ses remerciements. On pourra vous faire entendre ça. Là. Moi, j'ai été mon mais c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. L'artiste féminine de l'année qui chante pas, là, qui est en instrumental, en musique classique essentiellement seulement. Difficile. Elle a détrôné les Cowboys dans la catégorie succès populaire. C'est exceptionnel. Je suis fascinée par ça. Et c'est Daniel Bélanger, l'artiste masculin. Et dans l'actualité, cette fois-ci plus internationale, un autre décès. Quincy Jones, qui est décédé à l'âge de 91 ans de cause inconnue, celui qui a collaboré avec Frank Sinatra, Michael Jackson, entre autres. Vous vous rappelez bien sûr de Thriller. Ils avaient collaboré ensemble. Ils ont remporté de nombreux prix. La musique de La couleur pourpre de Steven Spielberg, We Are the World, il est derrière cette chanson-là, où il avait rassemblé Diana Ross, entre autres, Stevie Wonder, Paul Simons, Ray Charles. Il a une carrière phénoménale. Il y a un documentaire sur We Are the World, la façon dont ça a été réuni, conçu, où on peut voir son rôle. Mais puis cette chanson-là, je veux dire, est plus grande que nature, d'avoir réussi à rassembler aussi à l'époque ces grandes pointures. Bref, longue feuille de route, mais là aussi, les hommages fusent de partout. En une seule nuit. Oui, c'est incroyable. En une seule nuit, l'enregistrement. Ouais. Ça finit tard le lendemain matin. Oui. mais ils avaient le matériel dont ils avaient besoin. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.